Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En fait, j'ai toujours vécu avec un masque, s'amusait Madame Simone dans l'émission d'André Gillois « Qui êtes-vous » ? Tout ce qui avait trait à la prudence lui était étranger, tout ce qui avait trait à l'imprudence lui était sympathique. Elle se définissait, se qualifiait, se reconnaissait comme un esprit religieux sans foi. Elle confiait qu'elle était si malheureuse qu'elle n'avait plus d'angoisse. Combative, Madame Simone, agressive même, s'amusait-elle, cette comédienne qui avait joué l'Aiglon, qui avait participé à la création de Chanteclair. Écrivaine, membre du prix Femina. Qui êtes-vous, Madame Simone ? Première diffusion sur la chaîne nationale, le 1er janvier 1951. Veuillez écouter Qui êtes-vous ? Une émission d'André Gillois avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel et Jean-Pierre Morphée. Aujourd'hui, Qui êtes-vous, Madame Simone ? Suivi de Qui est-ce avec Madame Simone, André Labarthe, Roger Stéphane et le concours des auditeurs. Émission réalisée avec la collaboration d'Alain Alliou, Maurice Béard et Gaston Morphée. Montage Jacques Guinchard avec le concours des techniciens du centre d'enregistrement. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'avoir dans l'émission Qui êtes-vous et avant l'émission Qui est-ce, Madame Simone qui est sur la sellette. Chère Madame Simone, puis-je vous demander d'abord... Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, je répondrai à tout. Eh bien, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis Madame Simone, née Pauline Bada, 116 avenue des Champs-Élysées, le 3 avril 1880. J'ai été mariée une première fois avec Monsieur Le Bargy, une seconde fois avec Monsieur Claude Casimir Perrier, une troisième fois avec Monsieur François Porcher. Voilà pour mon état civil. Bon, alors maintenant, un certain nombre de questions, de détails. Quelle est votre occupation préférée en dehors de votre profession ? Regardez le plafond en rêvant et en faisant des scénarios de romans. Comment travaillez-vous ? À quelles heures ? Dans quel cadre ? Eh bien, j'aimerais travailler tout le temps, mais à la vérité, ça m'est très difficile. Je suis donc réduite, étant donné que je m'endors tard le soir et m'éveille tard le matin, à travailler l'après-midi. Je travaille de 2h à 6h en général, quand je le peux, et dans mon lit. Les genoux relevés, avec un petit sous-main, mon papier devant moi, et tout le monde déclarant que cette position est impossible, que je me mets de l'encre sur la figure, que je barbouille mes draps, ce qui est parfaitement exact. Aimez-vous les animaux ? J'adore à la folie tous les animaux. Je ne vais pas comme Clérambert jusqu'à adorer les araignées, mais enfin, je dois dire que sans ça, j'aime tous les animaux, même les poissons. Êtes-vous attaché à des objets ? Aucunement. Préférez-vous la compagnie des hommes ou celle des femmes ? 100 000 fois la compagnie des hommes. Préférez-vous faire des confidences ou en recevoir ? En recevoir. Pouvez-vous fréquenter des gens que vous n'aimez pas ? Aucunement. Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer ? À plaire. Convaincre m'est à peu près indifférent, provoquer m'est plutôt désagréable. Aimez-vous être estimé, admiré, aimé, être indifférente ou même antipathique ou méprisée ? Eh bien, je préfère être aimée. Pour le reste, ça m'est assez égal. L'opinion des voisins ou des indifférents ne me touche peu. Quel est le livre qui vous a le plus impressionné ? Alors là, il faut distinguer, n'est-ce pas ? Il y a tout de même le livre qui vaut par sa forme, il y a le livre qui vaut par son fond, il y a le livre qui vaut par son affabulation romanesque. Disons que... Est-ce que vous parlez du livre que je voudrais emporter, le seul livre que je voudrais emporter dans une île déserte ? Il y a d'une part cela, d'autre part le livre qui, pour la première fois, vous a fait une impression considérable. Mais commençons par la question de l'île déserte. Eh bien non, l'île déserte, vraiment, c'est trop particulier. Parce qu'alors, il faudrait répondre la Bible, toujours. Et ça n'est tout de même pas ça. Je dirais qu'au point de vue artistique, enfin, la chose qui me paraît, qui pour moi est la plus complète, la chose que je relirais le plus volontiers, sont les fleurs du mal. Au point de vue romanesque, je ne trouve pas que ce soit le livre le plus parfait, celui que je vais vous citer, mais c'est malgré tout celui qui m'a fait une très grande impression et que j'aurais souhaité écrire. C'est un livre de Conrad qui s'appelle Victoire. Au point de vue de l'affabulation, de la richesse romanesque, nous pouvons alors là citer les Balzac, les Proust, enfin, n'est-ce pas, c'est trop facile, vous voyez ce que je dirais, ce que diraient bien d'autres.
Quels sont les personnages imaginaires que vous préférez? Ah ben, j'ai jamais pensé à ça. C'est une occasion. Mais voyons, personnage imaginaire que je préfère. Oh mon Dieu, comme ce serait difficile à dire, il y en a tellement. Ben, encore une fois, là, il faudrait distinguer entre ce qui me paraît le plus sympathique et ce qui me paraît le plus réussi au point de vue esthétique. Alors, disons que ce qui serait le plus près de moi sont les héroïnes de Racine, et peut-être les plus violentes. Vous arrive-t-il de détester les personnages imaginaires et les auteurs qui les ont inventés? Aucunement. Je ne vous demande pas si vous aimez le théâtre et le cinéma. Je n'aime pas beaucoup le théâtre, j'aime énormément le cinéma. Le cinéma est une distraction, le théâtre en est rarement une, parce qu'étant donné que j'ai exercé la triple profession de comédienne, de metteur en scène et d'auteur, ça représente tout de même plutôt une espèce de contention d'esprit et de travail, parce que je veux toujours tout refaire. Sauf quand c'est exceptionnellement bon, ou alors je goûte un plein plaisir. Préférez-vous la peinture, la sculpture ou un autre art? J'adore la musique, je suis assez peu sensible aux arts plastiques. C'est-à-dire qu'une fois que je suis devant un chef-d'œuvre, je sens profondément le chef-d'œuvre. Mais enfin, si j'ai à me déranger, je me dérangerai pour un concert plutôt que pour un musée. Et j'ai remarqué une chose assez curieuse quand j'étais à Rome, c'est qu'après avoir vu toutes les merveilles et les chefs-d'œuvre que j'ai revoyés là pour la 10e fois, un ami romain m'a conduit dans un musée où il y avait les ébauches des esclaves de Michel-Ange. Et je me suis trouvée particulièrement sensible à ces ébauches, et après avoir réfléchi, il m'a semblé que la raison pour laquelle ces statues m'avaient touchée, c'est qu'il y avait malgré tout une sorte d'influence littéraire dans l'impression que j'en recevais. La forme n'était pas encore entièrement détachée du marbre, et il y avait dans ce mouvement de la création quelque chose qui évidemment correspondait chez moi à une émotion artistique de l'ordre littéraire. C'est-à-dire que j'avais envie d'écrire sur ce que je voyais. Lisez-vous les journaux? Oui. Quelle rubrique? Je lis jamais la politique, assez peu les faits divers, les conseils de beauté, les conseils de cuisine et les annonces. L'histoire vous intéresse-t-elle? Énormément. Quelle époque particulièrement? 17e siècle et Renaissance. Et quel personnage? Tous les personnages de cette époque-là m'ont passionnément intéressé. Les rois, les ministres, enfin je pourrais vous les citer tous. La personne de Louis XIV, son entourage, Mazarin. Maintenant, peut-être professionnellement, parce que j'ai été très tentée d'écrire et j'ai même collaboré à 2 pièces que François Porcher a écrites sur cette époque. Pensez-vous beaucoup à votre propre passé? Je vis beaucoup dans le passé. Mais c'est assez naturel étant donné mon âge. Il serait tout de même présomptueux de vivre dans l'avenir à mon âge. Quel est l'âge de la vie qui vous semble essentiel? Je les trouve tous magnifiques. Quelle a été votre première émotion? Ici, il faut distinguer. Mon premier souvenir est une émotion assez vive, mais c'est une émotion, je dirais presque d'ordre intellectuel, quoique affectif. Je devais avoir à peu près 3 ans et demi, c'était à Noël, et on m'avait fait cadeau d'un jeu nouveau. Ma gouvernante m'a apporté ce jeu et m'a dit « nous allons jouer au jeu nouveau ». C'était une collection de petites boules, plus une boîte de peinture, il s'agissait de les colorier, et de la façon la plus habile et la plus amusante. Je me suis donné énormément de mal. Il m'a semblé, étant donné que le temps s'écoule lentement quand on a 3 ans et demi, que j'avais passé un très long temps à colorier ces boules. Quand ça a été fait, que les 12 boules ont été devant moi, elle les a prises, elle a dit « maintenant nous allons les laver pour recommencer demain ». Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne jouerais plus à aucun jeu. Et j'ai tenu parole, je n'ai plus jamais joué à aucun jeu. Parce que du moment que j'ai compris que ce qu'on faisait était des faits, et que le jeu n'était pas éternel, et que le jeu ne correspondait à rien d'absolu, j'ai refusé dorénavant de jouer. Rêvez-vous beaucoup? Constamment. Et des rêves compliqués que j'aime beaucoup, que je raconte abondamment à déjeuner, ce qui rend toujours le déjeuner très ennuyeux pour tout le monde, sauf pour moi. Si l'on vous accordait 3 actes de puissance absolue, que feriez-vous? Oh mon Dieu, est-il possible de demander ça? Je ressusciterai ceux que j'ai aimés et que j'ai perdus. Quel est pour vous le comble de la misère? Vivre dans un appartement où il y a du bruit et qui sent mauvais. Croyez-vous aux signes? Absolument pas. J'ai perdu toute espèce de superstition depuis la guerre de 14. Êtes-vous angoissée? Je l'étais, avant d'être une femme malheureuse. Depuis que je suis malheureuse, j'ai perdu l'angoisse. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence?
Oh, j'ai de l'indulgence pour tout, sauf pour les menteurs. C'est la chose que je déteste le plus au monde. Mais en dehors des mensonges, mon Dieu, tout me paraît acceptable. Et surtout, sujet à grande, grande indulgence et pitié. J'ai une telle pitié des êtres humains qu'il m'est impossible de leur en vouloir. Quelles sont les vertus ou les qualités que vous appréciez le plus? Le courage. Y a-t-il des qualités que vous n'aimez pas ou des défauts que vous aimez? Oui, il me semble qu'il y a des défauts que j'aime assez. J'aime les êtres imprudents, j'aime les êtres insolents. Je n'aime pas les êtres prudents, je n'aime pas les êtres trop polis, je n'aime pas les êtres calculateurs, je n'aime pas les gens... Enfin, tout ce qui a trait à la prudence m'est étranger, tout ce qui a trait à l'imprudence m'est sympathique. Quelle est l'action que vous avez le plus admirée? Eh mon Dieu, toutes celles qu'ont commis les soldats qui sont sortis de la tranchée en 1914. Quelle est celle de vos actions qui vous a laissé la plus mauvaise conscience? Voyons. J'ai pas très mauvaise conscience. D'une façon générale, je me blâme. Je trouve toujours que je fais mal ce que je fais, que d'ailleurs je ne pourrais pas faire autre chose. Mais enfin, je ne peux pas dire que je suis une personne en proie aux remords, non. Non. C'est mal? Non, non, pas du tout, c'est sincère, c'est très bien. Êtes-vous joueuse? Pas du tout. Le risque vous attire-t-il? Non, aucunement. Aimez-vous les spectacles dangereux? J'aime bien les courses de taureaux. Est-ce que c'est ça qu'on appelle dangereux? Mais ça n'est pas pour moi. Alors, ça n'est pas très drôle. Ça n'est que pour le torero et C'est exactement le type des spectacles Ah oui, dangereux. oui, ça m'amuse Ce n'est assez. pas exactement le type, à mon Non, sens, non, c'est pas parce qu'on ce ne n'est court pas aucun danger. Non, n'est-ce ce pas n'est pas ça, c'est parce que enfin, beaucoup de gens, j'en appelle à ceux qui nous ont déjà répondu, aiment les courses de taureaux qui n'aiment pas les autres spectacles dangereux. J'en conclus que ce doit être un spectacle dangereux à part, alors on pourrait faire de la littérature sur la tragédie. Qu'est-ce que vous appelez un cérémoniale. spectacle dangereux, par exemple? Les équilibristes qui travaillent sans filet. Oh, j'ai ça en horreur. L'idée Vous qu'un voyez. être humain court en danger me fait horreur. Oui. Aimez-vous la foule? Ah non, je déteste la foule. Pourriez-vous vivre ailleurs qu'en France? Non, il me serait pénible de vivre ailleurs qu'en France. Mon rêve serait de vivre à la campagne pour y travailler longtemps. Maintenant, je pourrais vivre à Rome, que j'aime énormément, et aussi à Londres, qui est une ville que je trouve pleine de rêves. Avez-vous conscience d'avoir beaucoup changé? Non, j'ai conscience d'être exactement comme j'étais le jour où j'ai dit que je ne jouerais plus jamais quand on a lavé mes boules. Avez-vous l'impression de jouer la comédie et de ne pas parvenir à être vous-même? Non, je n'ai jamais eu l'impression de jouer la comédie parce que j'ai toujours été d'une franchise dangereuse. Mais j'ai eu assez longtemps le sentiment d'être aux portes de la vie et qu'en somme, le spectacle réel n'était pas commencé. Pensez-vous souvent à la mort? Constamment. Et j'y ai pensé tout enfant, toute petite fille. Quand avez-vous vu pour la première fois un cadavre et quelle a été votre réaction? Eh bien, c'était au moment de la mort de mon père que j'adorais. Par conséquent, il m'est extrêmement difficile de séparer mon désespoir de ce qu'a été la vue d'un homme mort, n'est-ce pas? Avez-vous quelquefois pensé au suicide? 2 fois. Mais je pense que c'est assez naturel parce que mon grand-père s'est tué. Et je crois qu'il y a tout de même mentalement une hérédité assez forte dans le suicide. Était-ce parce que je savais ça? Mais enfin, pour moi, je dois dire que quand je suis très malheureuse, le sentiment du suicide, c'est le 1er mai, donc c'est la première chose à laquelle je pense. Et puis alors, probablement que cet épouvantable instinct vital que je dois à ma mère prend le dessus et j'échappe. Mais probablement que si j'avais été pure sémite, c'est-à-dire si je n'avais pas eu une mère bretonne et arienne et un père juif, c'est mon grand-père juif qui s'est pendu, il est fort probable que j'aurais été possiblement une suicidée. D'ailleurs, je ne désespère pas de finir comme ça. Je trouve qu'il est assez triste, quand on a dans une certaine mesure commandé à sa vie, de penser qu'on attendra la mort et qu'on fera ce qu'elle voudra. Je trouve que la seule manière décente de sortir de la vie est le suicide. Et j'espère toujours y arriver. Avez-vous eu envie de tuer quelqu'un? Non, non, je ne réponds pas tout à fait formellement. Envie de fouetter, souvent, de battre. Pas encore de tuer, ça peut venir. Si vous saviez devoir mourir dans un quart d'heure, auriez-vous un vœu à exprimer, une phrase à Oui, prononcer? certainement. Je demanderai à mon fils de continuer à veiller sur la mémoire de son père comme je le fais moi-même. Je vous remercie de ces réponses si rapides et si intéressantes. Maintenant, nous allons continuer. Est-ce que l'un de vous, messieurs, a d'autres questions à poser? Non, ces messieurs réfléchissent. Bien, bien, Alors, qui prennent leur nous- temps. Mais nous allons parler tous les deux Bien. un petit peu en Très attendant. bien. Il y a une chose, une de vos réponses tout de même, qui m'a beaucoup frappé. C'est lorsque vous m'avez dit « Je ne suis plus angoissé depuis que je suis une femme malheureuse Oui. ». Vous ne donnez pas l'impression d'être une femme malheureuse.
par votre vitalité. Oui, par- et c'est ça qui brouille tout. Je me suis donné la peine d'écrire un livre tout entier qui s'appelle Le paradis terrestre pour condamner la vitalité. Cette chose qu'on m'a souvent enviée, que j'entends mon fils m'envier sans cesse et d'autres amis autour de moi, je trouve que c'est une plaie. Je trouve que c'est le plus grand masque que la nature puisse poser sur votre visage. Et je trouve que c'est même la chose qui peut vous inciter à vivre le plus en dehors de ce que vous êtes profondément vous-même. N'est-ce pas? C'est comme si on avait en somme une espèce de moteur qui vous condamne à faire un chemin que vous ne désirez pas faire. Bon, alors arrachons ce masque Bien, derrière lequel il y a une femme malheureuse. Oui. Depuis quand? depuis la mort de mon mari. Vous croyez à la mort ou à la survie ou à quoi? Je ne crois pas à la survie. Mais d'un autre côté, vous considérez que depuis que vous vous connaissez vous-même, c'est-à-dire depuis qu'on a lavé vos boules, vous avez très peu changé. Très peu. Or, cependant, depuis qu'on a lavé vos boules, votre corps a dû changer à peu près totalement. Et évidemment, mon corps s'est entièrement renouvelé puisqu'il paraît qu'on se renouvelle tous les 7 ans. Et à ce moment-là, si j'ai bien compris, vous n'aviez que 3 ans. 3 ans et demi, je devais avoir n'est-ce 3 ans pas? et demi puisque je suis du mois d'avril et que ça se passait à Noël. Donc, physiquement, si jeune que vous soyez à voir ainsi, vous avez tout de même beaucoup changé Et depuis évidemment, 3 ans et demi. vous pensez, avez- n'est-ce- personne ne me donnerait cet âge-là à l'heure qu'il est. Peu de gens, n'est-ce pas? Et néanmoins, vous avez l'impression de n'avoir pas changé. Donc, vous n'avez pas changé C'est-à-dire que, malgré le n'est-ce pas, changement de votre corps. Je vais vous dire, il y a au fond de moi un sentiment très fort qui est le goût de la cendre, c'est le goût de cendre. Eh bien, ce goût de cendre, je le trouve au moment où on a lavé mes boules. Est-ce que ça a retrouvé quelque chose qui dormait en moi héréditairement? Est-ce que cette occasion a créé en moi ce refus? Mais le fait est que c'est tout de même quelque chose qui est profondément en moi. Car enfin, à aucun moment de ma vie, même dans les moments où j'étais les plus heureuse, je n'ai pu entièrement y croire. J'ai toujours eu enfin le sentiment de l'Ecclésiaste, vanité, vanité, tout est vanité. Et depuis l'histoire des boules. Eh bien, c'est-à-dire, je le situe à ce Oui. moment-là, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'une autre enfant lui aurait lavé ses boules et leur a dit, on recommence demain? Alors que Oui, j'ai c'est- dit, moi, je ne recommence plus. Alors, à ce moment-là, je n'ai jamais plus joué à un jeu, mais je me rappelle tout de même jouant avec mes frères, enfin, m'amusant, vous comprenez? Oui, mais est-ce que, justement, dans cette histoire des boules qui est très intéressante, est-ce que vous avez été frappé, il n'est peut-être pas possible de vous rappeler cela, mais enfin, est-ce que vous avez Ah, mais été si, je me frappé rappelle extraordinairement par- nettement. Je pourrais vous décrire la scène, l'endroit, la chambre, le Mais alors- portrait de ma bonne allemande. Enfin, je Non, me mais rappelle tout ça. le portrait extérieur n'est pas tant ce qui m'importe que de savoir si, dans ce choc que vous avez reçu, entrait l'impression d'une liberté foulée aux Non, pieds. c'était le sentiment du relatif. C'est Vous le êtes sentiment sûr du qu'il relatif. n'y avait pas l'impression Non, non, d'être absolument. brimé? Oh non, absolument pas, puisque tout ça était un jeu, qu'on m'a invité à recommencer le lendemain, qu'on s'est donné la peine de laver les boules, qu'on ne m'a pas imposé de les laver. Non, non, c'est le sentiment du relatif, et c'est ce sentiment du relatif qui a continué à m'obséder toute ma vie. Mais ça ne vous empêchait tout de même pas de recommencer à laver les boules tous les jours pour jouer à la comédie. Mais pas... Ah, attention. Alors voilà tout à fait autre chose. Quand le travail intervient, il y a en moi, alors voilà où le fameux moteur commence à jouer. Je suis à la fois extrêmement rêveuse, puisque je vous dis que mon occupation favorite est de regarder le plafond en rêvant, mais il y a en moi une espèce de besoin d'action. Et ce besoin d'action me vient évidemment de ma mère, qui était une personne qui avait une vitalité auprès de laquelle la mienne est celle d'une limace. N'est-ce pas? Alors, évidemment, là, à ce moment-là, intervient ce don funeste qui me pousse à agir à un moment où profondément je ne le désire Il est pas. d'autant plus funeste aujourd'hui que j'ai l'impression qu'il fausse pas mal de choses dans les réponses de Madame Bien, Simon. alors allez-y, Clavel. Démontrez-moi que j'ai menti. Mais non, mais pas du non. tout. Vous n'avez pas menti le moins du monde. Seulement, si vous n'aviez pas dit parler 2 fois, n'est-ce pas, l'une part à propos de femme malheureuse que Oui. vous étiez, d'autre part de cette abominable vitalité, on aurait pu se douter absolument de rien. C'est vrai. C'est-à-dire que vous étiez le monstre sacré. Oui. Le monstre sacré d'une vitalité tumultueuse. Votre amour pour les héroïnes de Racine, Oui. il est évident que c'est un amour, Oui. c'est un amour de l'explosion vitale. Et Non, ça n'est pas un amour de l'explosion vitale. Ah, Permettez-moi voyons. là de vous dire non. Ma préférence pour les héroïnes de Racine
tient, je crois, au fait du sentiment de l'absolu dans la passion qu'il y a dans Racine. Ça n'est pas l'explosion vitale, c'est au contraire l'absolu. Ça rejoint au contraire ce que je vous disais de moi-même, c'est que ce dont je souffre, c'est le sentiment du relatif, et que quand je trouve le sentiment de l'absolu dans un personnage, ce personnage me contente. Et votre horreur de la prudence? Eh bien, mon horreur de la prudence va là jusqu'à m'identifier à des personnes qui vont au crime. Mais vous n'avez jamais eu envie de tuer quelqu'un? Ah non, je vous dis pas encore. Vous n'en désespérez point. Mais c'est pas ça, mais Gillois me fait un petit œil comme s'il ne le croyait pas. Ah non, parce que j'imagine qu'on a toujours eu envie de tuer Oh ben quelqu'un. peut-être que j'ai eu envie vaguement. Mais il faut comprendre, je ne me suis jamais dit, ah mon Dieu, j'aurais prendre un revolver puis tirer sur cette femme-là ou cet homme-là. Non, je ne me suis jamais dit ça. Ah non, parce que vous ne Enfin, pensez qu'à tuer vos amis. S'ils étaient tombés, il y a quelques personnes, s'ils étaient tombés dans des trappes, j'aurais dit, bah mon Dieu, c'est bien fait, évidemment. Mais enfin, j'appelle pas ça avoir envie de tuer. Envie de fouetter, oui, envie de battre, ça sûrement. J'adorerais battre. D'ailleurs, il faudrait distinguer entre l'envie de tuer et l'envie que les gens meurent, ce qui est très différent. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est très différent, Oui. mais l'envie de tuer de sa main, C'est ça. l'envie qui est au fond un peu l'envie de battre, si Oui, vous voulez. oui. L'envie de donner des grands coups. Donner des grands coups, oui, mais pas de prendre la vie, n'est-ce pas? Puis je vous dis, j'ai une telle pitié des êtres humains que tout de même, c'est quelque chose qui finit par annihiler probablement certains instincts très violents qu'il y a en moi. Parce que c'est certainement un des sentiments les plus forts qui me possèdent, ça, celui de la pitié. Comment pouvez-vous, si le sentiment de la pitié vous possède à ce point, avoir fait une réponse que je qualifie d'assez légère et Dites. futile au comble de la misère? Ne croyez-vous pas vraiment qu'il y ait écoutez, d'autres misères? Alors là, je ne veux pas entrer alors dans le détail de ce que je considère le comble de misère, parce que là, je pourrais trop parler en mon propre nom, mais il y a des choses tout de même sur lesquelles on n'aime pas revenir. Ah non, mais quand on ne vous demandait pas quel a été pour vous le comble de la misère. Ah oui. On vous demandait quel peut être pour un homme. Mais pensez donc, alors vraiment, je dirais tristement qu'il n'y a que l'embarras du choix, puisque nous sommes condamnés ou à quitter par la mort ceux que nous perdons, ou à perdre ceux que nous aimons, que nous connaissons, savons qu'il y a en ce moment-ci des femmes dont les enfants ne mangent pas à leur faim. Grand Dieu, alors ce n'est pas à ça que j'ai répondu, à cette question-là. Je comprends très bien. Je voudrais vous poser alors une question qui est celle-ci. Allez-y, Morphée, allez-y. Nous ne pouvons pas vous demander de nous raconter vos rêves, mais puisque vous vous connaissez bien, je pense que vous vous êtes amusé vous-même à tirer certaines conclusions de vos rêves. Est-ce qu'ils sont conformes à cet élan, cette vitalité de votre caractère, ou bien est-ce qu'au contraire, ils sont en opposition avec ce que vous connaissez vous-même de votre caractère? Eh bien, je vais vous dire, je suis une fervente disciple de Freud. Comme vous savez, je me suis beaucoup occupée de psychanalyse, après avoir été dans ma jeunesse une élève, et j'ai eu la chance encore, moi, étant donné mon âge, de connaître Théophile Ribot et de Janet, mais je ne suis tout de même pas entièrement d'accord avec le symbolisme des rêves, n'est-ce pas? Je ne crois pas absolument au symbolisme des rêves. Je dois dire que quand je raconte mes rêves, je les raconte dans la mesure où ils sont pittoresques, où il y a une belle lumière, où il se passe des choses abracadabrants, mais je ne les raconte pas dans la mesure où je considère qu'ils sont un symbole intellectuel ou affectif. Parce que là, je ne suis pas d'accord avec la psychanalyse. Je crois qu'il y a des cas, en effet, je crois que dans certains cas d'obsession ou de maladie, en effet, on peut se servir du rêve, et nos psychanalystes nous l'ont prouvé. Mais dans mon cas, je n'ai jamais vu que mes rêves représentaient un symbolisme. Vous ne croyez pas à symbolisme seulement en ce qui vous concerne? Ah non, d'une façon générale, je ne crois pas beaucoup au symbolisme. Alors comment des rêves. expliquez-vous qu'on puisse tirer une analyse de Eh bien, rêve? je vais vous dire, c'est que je crois que dans le cas de maladie, en effet, quand un être est rigoureusement obsédé, que ça détermine certains désordres physiques ou mentaux, alors je crois que le rêve, en effet, a une valeur, parce que ça suppose une obsession si grande que certainement elle subsiste dans le sommeil. Mais je crois que quand quelqu'un comme moi est délivré de toute obsession, le rêve est beaucoup plus gratuit, enfin il est beaucoup plus jeu. Chez moi, certainement, le rêve est un jeu. Mais même si le rêve est un jeu, je ne vois pas comment il pourrait fonctionner sans symbole. Par exemple, je retrouve ça veut dire je trouve le truc pour entrer, je ne sais pas. C'est possible. Si je pouvais vous raconter un de mes rêves, je le ferais volontiers. Mais c'est pour répondre à Morphée qui me dit, avez-vous remarqué que c'était ceci ou cela par rapport à vous? Ah non, mais pardon, la question que je vous posais, moi, était plus perfide. Oui. Parce que... Allez-y, quel Non, bonheur. parce que quand vous dites « je ne crois pas au symbolisme des rêves », je pense que vous refusez de croire au symbolisme de vos rêves. Ah non, parce pas que du vous... tout. Oh non, je suis enchantée, puisque je voulais me faire psychanalyser. Ça Oui, mais m'aurait vous ne l'avez passionné. pas fait. Mais je ne l'ai pas fait parce que mes amis psychanalystes ont refusé de le faire. Ils m'ont dit, il ne faut pas le
faire, vous n'écrirez plus, vous ne ferez plus rien. Alors bon, j'ai dit... Mais c'est quelle agréable science. Voilà. Bon, Pas heureusement toujours. qu'ils étaient plus prétentieux Pas que véridiques. toujours. Certainement. Ils exagèrent leur puissance, même en mal. Oui. J'ai retenu deux de vos réponses sur les qualités que vous n'aimez pas ou sur les défauts que vous aimez. Vous aimez, au fond, et les imprudents et les insolents. C'est-à-dire, au fond, deux façons d'être provoqué. Est-ce que vous aimez qu'on vous provoque et est-ce que cela vous permet justement de sortir de vous-même? Ah non, pas du tout. Je n'aime pas être provoquée. Je ne crois pas être particulièrement insolente. Je crois que je suis une femme très imprudente, mais je ne suis pas insolente, non. Non, mais je suis assez polie, au contraire. Non, vous c'est pas aimez- vrai. Elle aime voir un tiers provoquer un autre tiers. Non, mais c'est je la crois même. que Madame Simone est extrêmement femme. Oui, ce sont et les qu'elle aime qualités les d'homme. hommes provoquants. Pas même. Non, je Vous nous dirais... avez dit de dire que vous diriez la vérité. Non, je vais vous dire. Non, J'aime- J'ai vu tout de suite un beau ruffian, n'est-ce pas, Ah, cette oh, quelle description. horreur. Mais quelle horreur. C'est le ruffian de Verlaine, vous Ah, savez. pas du tout. Non. Non, je vais vous dire ce que j'ai voulu dire par imprudence. Je veux dire, j'aime les êtres sans calcul. Ce que je déteste le plus chez les êtres, c'est le sentiment du calcul. Alors, en général, l'imprudence suppose le manque de calcul. Comprenez-vous? Et c'est pour ça que j'aime les êtres imprudents. Mais l'insolence. Ah ben l'insolence suppose du quant à soi, de la hardiesse, de l'esprit, enfin toutes sortes de vertus agréables. Ça n'est pas du tout dans le sentiment de provoquer. Je ne... Non, c'est le portrait du jeune premier. Oh, quelle horreur. Ah, précisément pas. Mais quelle- mais alors, quelle horreur. attendez, mais alors il faudrait quand même préciser. Moi, je voyais un très beau ruffian Renaissance. Mais rien du Lui tout. voit un jeune premier de Puis cinéma. Alors précisez, s'il Non, vous non, plaît. mais je vais préciser tout de suite. Vous vous placez au point de vue d'une femme par rapport à un homme. C'est pas du tout dans ce sens-là que j'ai parlé. J'ai parlé au point de vue social. Exactement, c'est Parce que ainsi je vous veux dirais dire. que pour les hommes, c'est le contraire que j'aime. C'est-à-dire J'aime les hommes réservés, j'aime les hommes extrêmement secrets. Je déteste les hommes provocants, j'ai horreur de ça. Oh, et moi, Alors- moi qui allais commencer à vous dire quelques insolences pour me mettre en courant et tout. Ah, du tout. C'est pas comme ça qu'il faut vous y prendre. Non, mais alors, vous aimez l'insolence chez qui? Insolent, voyons, c'est trop dire. Disons une extrême franchise. Disons une extrême franchise. Parce que je ne peux pas dire que j'aime les êtres insolents qui disent des choses blessantes. Je déteste ça. Je trouve ça d'abord mal élevé. Et puis enfin déplaisant vis-à-vis du prochain. Mais disons que j'aime les êtres qui ont une extrême franchise. Enfin, qui va presque jusqu'à l'imprudence. Enfin, je veux dire, je n'aime pas dans les rapports sociaux voir quelqu'un qui déguise sa pensée, qui est politique, qui est diplomate. Alors que, évidemment, je fais tout le contraire et que je m'attire mille ennemis de ce fait. Mais alors revenons-en à ce que vous nous avez dit à l'instant des hommes que vous aimez, ou de ce que vous aimez Oui. chez les hommes plus exactement, à savoir une certaine réserve. Grande réserve, Grande grand secret. Bon, alors ça ne vous semble pas en contradiction avec le reste? Non, ça ne me semble pas en contradiction parce que, évidemment, il y a une partie c'est toujours la partie de la vitalité qui représente la vie sociale, et il y a tout ce qui, chez moi, est le contraire de ça et qui représente la vie affective. Eh bien, il est évident que ce qui est ma vie affective, c'est-à-dire ma vie profonde, demande au contraire tout ce qui est l'absolu, le secret, la réserve, ce qui n'est donné qu'à moi et ce que je suis seul à recevoir et à donner moi-même. Est-ce que 3 siècles plus tôt, vous n'auriez pas fini par entrer en religion? Mais vous l'avez dit, Cladel a dit le mot. Je suis un esprit religieux sans foi. Mais vous avez dit le mot, et je dis toujours que si j'avais le bonheur de croire, j'entrerais au couvent le lendemain. Mais alors, Compliment, c'est bien ça, Clavel, d'avoir trouvé ça. bon, alors, puisque nous sommes sur la voie, votre esprit religieux se manifeste comment? Eh bien, mon esprit religieux s'est manifesté, je crois, dans l'amour, hein, par l'exclusivisme, par le dévouement, enfin, c'est fou de dire ça de soi-même, enfin, j'ai entièrement subordonné ma vie à celle de mon mari et j'étais trop heureuse de le faire. Et je l'ai fait dans la mesure, justement, où j'avais pour lui non seulement un très grand amour, mais un très grand respect, et où je pensais qu'il était digne de cette attitude. Mais alors cet esprit religieux, puisque vous nous dites ne pas avoir beaucoup changé depuis la fameuse histoire des Oui. boules, est-ce qu'il se manifestait déjà dans votre enfance? J'étais une enfant extrêmement pieuse. Et puis j'ai malheureusement perdu la foi. c'est tout. Ce goût de cendre, ça fait partie évidemment d'un esprit religieux Mais sans bien religion sûr, ni dogme. mais c'est ça. Alors vous avez perdu la foi comment? Eh bien, j'ai perdu la foi quand j'ai commencé à faire de la philosophie. C'est toujours la même chose quand j'avais 16 ans. Quand vous aviez 16 ans. Et c'est un. Je reconnais que Théodule Ribot et Janet ne prédisposent pas à la conserver. Non, mais enfin, en général, on ne perd pas la foi uniquement pour des raisons rationnelles. Et Eh parce bien, qu'on vous si, explique. c'est vraiment pour des raisons rationnelles que je C'est qu'elle n'était pas tellement enracinée. Eh bien, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ça. Non, non, c'était assez profond chez moi. Seulement, évidemment, j'ai besoin d'être d'accord avec moi-même intellectuellement, Je n'est-ce suis pas? sûr. J'en ai même besoin dans l'amour. Et j'en avais, par conséquent, besoin dans la foi. Cela se passait d'ailleurs, si j'ose vous dire influencé par l'époque,
l'époque, au moment d'une terrible offensive rationaliste et scientiste C'est contre la vrai, foi. c'est vrai. Enfin, tout de même, n'est-ce pas, nos dieux, dans ma jeunesse, c'était Renan, c'était Taine, n'est-ce pas? Et alors, à partir du moment où je me suis occupé de psychopathie, il est évident qu'aller dans la Salpêtrière 3 fois par semaine avec Ribot, puis ensuite avec Janet, il était difficile, comme disait l'autre, de trouver l'âme sous le scalpel. Mais enfin, ça n'était même pas ça. C'est qu'il n'y a plus eu accord entre ce qui était mon mode de pensée et la foi. Et vous n'avez pas cherché à la retrouver par l'intermédiaire de votre œuvre littéraire. Mon œuvre littéraire ne va pas du tout dans ce sens. Si vous m'avez fait le grand plaisir et le grand honneur de lire mes livres, eh bien, justement, quand j'ai commencé à publier, c'est là que le fameux masque a commencé à tomber et qu'on a été fort surpris de ce qui sortait de ma plume, étant donné qu'au lieu de trouver des livres, on croyait trouver des anecdotes de théâtre et des livres extrêmement réjouissants, on s'est trouvé en face de livres, en effet, qui retenaient au maximum le fameux goût de cendre. C'est cela, et je dirais même dans l'ensemble des créatures sans rachat. Eh bien, si tout de même, il y a toujours un pardon. Il y a toujours un pardon. Seulement, il y a chez moi quelque chose... Il y a toujours un pardon, oui. Il y a chez moi un sentiment qui est assez pénible. C'est qu'il me semble que si j'avais été catholique et pratiquante, on aurait pu me pardonner. Eh bien, ça n'aurait rien fait. J'aurais continué à me donner tort. Je ne me pardonne pas à moi-même. N'est-ce pas? Mais si vous disiez par ailleurs que vous n'éprouviez pas de remords, que Non. vous voyez vaguement, vous blâmez. Non, je me blâme. Non, en effet, je n'éprouve pas de remords. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ressasse, qui dit « Ah, mon Dieu, j'ai fait ça le 28 février 1894, quelle horreur !» Non, mais quand j'ai fait une chose pas bien, je me dis « Bah, tu as fait quelque chose de pas bien. » Et c'est pas parce qu'on m'aurait dit... Ni bah, remords, ni repentir, ni pardon. Si, regret, disons. Pas remords, regret. Et quel est votre espoir? Mon espoir, mon Dieu, mais je n'en ai pas. C'est bien ce qui est épouvantable. Non, vous dites cela, mais le fait même que vous ayez une activité, j'entends une activité sérieuse, une activité littéraire, Oui. prouve que vous en avez cependant. Eh bien, je dois dire que quand j'ai commencé à écrire et que j'avais le bonheur d'avoir François Porcher auprès de moi, qui m'encourageait beaucoup, j'avais le sentiment que c'était assez important, qu'une œuvre littéraire, mon Dieu, non pas celle que je faisais, mais qu'une simple tentative était quelque chose de respectable, d'important. Je ne le crois même plus. Alors, oui, mais vous dites, je ne le crois plus lorsque nous sommes en train d'avoir une conversation Non. bien raisonnable, Non, mais non. lorsque vous êtes dans la fièvre du travail... Ah, j'aime travailler, je suis comme une abeille, j'aime bien faire mon miel. Mais quant à dire que je crois que ça a de l'importance, je ne le crois plus. Non, mais il ne s'agit pas de se dire, je crois que ce que je fais a de l'importance, ce qui serait extrêmement orgueilleux, mais ça a de l'importance pour vous, au moins. Non. Non, Et plus rien n'a d'importance. Finalement, est-ce que c'est à quoi bon de maintenant ne rejoint pas justement l'anecdote des boules de l'enfance? Mais bien sûr, seulement, n'est-ce pas, pendant un certain temps, le bonheur masque ceci. Mais n'est-ce exactement. pas, quand le malheur arrive, alors on est tout nu. Oui, mais enfin, j'ai l'impression tout de même que vous avez vous-même l'impression, lorsque vous écrivez, lorsque vous œuvrez, de faire autre chose qu'un jeu. Voyons, j'ai l'impression d'occuper au moins mal le temps qui me reste à vivre. À dire vrai, je comprends très mal, parce que Madame Simone nous donne une espèce de maquette d'une personne entièrement faite pour croire en Dieu et qui n'y croit pas. Mais c'est ça bon, le ça va malheur. être impossible. Mais c'est bien ça le malheur. Parce que les pertes de foi, encore, je comprends, enfin, les pertes de foi spéciales, religieuses, avec église et credo, parce qu'en effet, il y a les offensives rationalistes, scientistes, mais enfin, même chez Renan, il y avait tout de même une certaine idée que Dieu existait, par conséquent. Non. Oh non. Écoutez, non, moi je ne trouve pas. Je trouve que l'œuvre renanienne n'est pas une œuvre qui incite à croire. Elle n'est pas une œuvre désolée parce que la forme est extrêmement gracieuse et masque la désolation et qu'à cette époque-là on écrivait d'une façon moins virulente qu'aujourd'hui. Mais imaginez l'œuvre de Renan écrite aujourd'hui, elle serait positivement désespérée. C'est possible, enfin, le fait est qu'il croyait à un espèce de Dieu et Oh bah oui, génial, oh ce que bah vous voudrez. évidemment, Enfin, il y non, croyait, oui, n'est-ce oui, pas? mais Il enfin, disait que c'était une grosse éponge. Il Bah, disait que- naturellement, il voulait être poli. Non, il n'était pas seulement poli, je crois sérieusement qu'il y croyait. Presque Beaucoup de... tout. je ne suis pas de votre avis, moi je n'ai pas l'impression qu'il y Attendu. croyait beaucoup. D'ailleurs, vous savez, croire à une grosse éponge, on ne peut pas dire que c'est un espoir. Exactement. Et Enfin, il nous reste... Tout au plus, suppose-t-on qu'on prendra un bain le matin, mais c'est vraiment tout. Il nous reste à nous l'espoir de convertir Madame Simone. Très bien, ben, je vous remercie, voilà une bonne parole. Qui serait bienvenu, celui qui parviendrait. Je ne cherche pas cela, moi je cherche seulement à vous découvrir. C'est Moi beaucoup aussi, plus c'est qu'il y a, modeste. c'est que je cherche Moi, je ce trouve qui cela très interpelle. clair. Eh bien voilà, mais qu'il avait l'air très très Bon. bien vu, lui. Ce qui ne me paraît pas clair, non pas, je ne suis pas de l'avis de Berle, l'opposition
Esprit religieux qui n'a pas la foi ne me paraît pas contradictoire. Mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi cette disposition à la foi n'a pas été employée ailleurs, et si par conséquent... Mais à quoi vouliez-vous que je l'emploie? Mais on peut Je l'ai apporter... employé dans l'amour. Vous trouvez qu'il y a une C'était- meilleure façon de l'employer? C'est ce que j'allais vous dire, on peut l'apporter soit à l'amour de la science, soit Eh de bien, l'art, soit eh à bien, l'amour d'un voilà. être. Je l'ai employé à l'amour d'un être. Et cela n'a pas suffi à votre apaisement religieux? Y avait-il donc des Comment à préoccupations mon métaphysiques? apaisement? Mais bien entendu, il y a des préoccupations métaphysiques. La vérité est là, ce n'était pas tellement l'amour qui s'offrait à une absence, puisque vous aviez quand même la possibilité de porter votre Non, amour écoutez, ailleurs, non, non, c'était l'absence non, de non, réponse métaphysique. Permettez-moi d'être clair. Il y a, n'est-ce pas, il y a deux tendances. Dans la tendance religieuse, il y a le besoin de donner, mais il y a aussi celui de comprendre. Eh bien, admettons que le besoin de donner a été satisfait dans l'amour, mais le besoin de comprendre ne l'était pas. Et ce vide-là subsiste. Et non seulement ça, mais quand on perd l'objet de son amour, il est évident que si on pouvait vous rendre la foi et vous donner à la fois la possibilité de donner encore et en même temps de comprendre, au lieu d'un être désolé, on deviendrait un être relativement comblé, ou tout au moins C'est la vérité. satisfait. Mais comment pouvez-vous dire alors que vous n'avez pas d'angoisse? Non, je n'ai pas d'angoisse, parce que je vis dans... je suis si malheureuse que ça supprime l'angoisse, parce que je ne me pose plus de questions. Comprenez-vous, l'angoisse vient d'une question posée et à laquelle on ne répond pas. Mais quand on ne se pose plus de questions, quand on admet qu'on est devant un mur d'ébène, eh bien, on n'a plus d'angoisse. Le moment serait venu de conclure. Si je n'avais pas une remarque à faire encore. En commençant, chère Madame Simone, vous m'avez dit, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, je répondrai à tout. Eh bien, j'ai l'impression que nous n'avons pas demandé tout ce que nous voulions et que vous n'avez pas répondu à tout. Tiens, Vous êtes arrivé, comment dirais-je, tout armé, même cuirassé, comme vous l'êtes toujours, croyez-vous? présentant un personnage d'une vitalité, pour reprendre le mot, absolument extraordinaire, dont vous nous avez dit vous-même qu'il n'était pas entièrement vous, C'est Et le très mal juste. que vous en pensiez. et le mal que vous en C'est pensiez, très juste. mais vous n'en êtes pas sorti. Alors je voudrais vous demander encore un petit effort, ou plus exactement, un petit effort de non-effort, un petit effort de relâchement. De et détente. de détente, et je voudrais essayer de percer cette cuirasse et d'aller un petit peu à la recherche de ce deuxième personnage dont vous parlez beaucoup, mais que nous n'avons pas encore vu énormément. Mais je suis d'accord, moi je veux bien. Seulement alors, pour ça, il faudrait... J'ai peur qu'il ne faille trop de temps parce que c'est très difficile pour moi d'arriver à ce second personnage. Et je n'y arrive guère que dans la solitude. C'est pourquoi on me trouve d'ailleurs plus dans mes livres que dans mes paroles. Tout Eh au moins bien- ce second personnage. Eh bien, essayez d'imaginer que vous êtes dans la solitude. Ah, c'est difficile. Mais comme nous ne pouvons pas rester des heures à attendre Bah, que évidemment. jaillisse spontanément ce que vous auriez à dire, Alors forcez-moi. on va essayer de vous forcer. Alors, je voudrais vous prendre en flagrant délit, non pas de mensonge, mais enfin, tout de même. Je reviens De sur... contradiction, disons. Non, pas de contradiction, De mensonge. de dissimulation, À dissimulation. à vous-même. C'est assez possible. Au fond, j'ai toujours vécu avec un masque. Par exemple, vous nous avez raconté l'histoire de vos boules Oui. qu'on vous a lavées lorsque Oui. vous étiez enfant. Horrible souvenir. Et quand je vous ai demandé des explications sur le sentiment que ça vous a donné, vous m'avez dit, ça m'a donné le sentiment de la relativité. Ce qui me semble absolument extravagant de la part d'un enfant de 3 ans. Et je me demande si ça n'est pas ça une rationalisation que vous avez fait ultérieurement, et si vous n'avez pas eu tout de même un sentiment d'oppression et quelque chose de plus pénible qu'un sentiment tellement intellectuel que Ah, mais celui que voyons, vous avez. si j'ai dit relativité, je ne me suis pas très bien expliqué. C'est plutôt un sentiment d'inutilité que j'ai eu. Un sentiment qu'il y avait quelque chose de dérisoire dans cette existence à laquelle j'étais promise, que on m'offrait à la fois d'accomplir un effort, de prendre une distraction, et que l'un et l'autre étaient inutiles, étaient effacés, qu'il fallait perpétuellement recommencer. Vous êtes, chère madame, extrêmement combative. Oui, agressive. Je n'osais pas dire agressive. Il faut le dire. Bon. Est-ce qu'il y a tout de même des moments où vous ne l'êtes pas? Oui, certes. Bon. Il y a des moments surtout où vous ne l'avez pas été. Certes. Bon. Est-ce que dans votre enfance vous étiez agressive? Très agressive. À ce moment-là, au moment des boules? Pas encore. Ah. Je crois que c'est une des choses qui ont développé mon agressivité. Eh bien, moi, je crois à la vérité, que dans les boules, vous avez eu l'impression que votre gouvernante, ou je ne sais pas, la personne qui vous Oui. faisait colorer les boules, s'était moquée. Ce sont des rationalisations pour nous cacher C'est vous qui l'orgueil
qui est fondamentale chez Madame Simone et dont elle ne nous a rien dit. Non, là, je ne crois pas. Oh, pourquoi l'orgueil? En effet, je suis trop. extrêmement orgueilleuse, ce que vous dites est vrai, mais là, ça n'a pas joué du tout. Je ne le crois pas du tout, moi je suis persuadé que ça a joué. En Non, tout cas, cher, je non. suis obligé de faire un rapprochement entre un orgueil que je subodore et le mot de dérisoire. Parce que quand vous avez dit, n'est-ce pas, André Gillois a tout de même bien fait de ne pas accepter le mot de relativité. Non. Oui. Mais le mot de relativité était faux. Mais justement, je voudrais savoir pourquoi vous avez été chercher ce mot qui, de toute évidence, ne correspondait pas au réel. Mais pourquoi? Et après que vous avez pris le mot de dérisoire, qui lui répondait à quelque chose de vécu et de senti, alors on a de nouveau fait une rationalisation sur ce dérisoire qui met en cause la nature de l'univers, la métaphysique, etc., mais pas le sentiment que justement vous essayez de cacher, qui était dessous, qui est la colère. Mais pas Mais du pas le tout. mot. Mais pas du Mais tout. Madame Alors, c'est Simon- effrayant. C'est lui qui explique ce que je Oui. sens. Enfin, c'est absolument Mais non, colossal. ce que je voudrais que vous expliquiez, c'est ce que Oui. vous avez senti réellement et non pas du tout ce que vous vous rappelez avoir senti, ce qui est très difficile. Oui. Eh bien, oh, mais si, parce que je me rappelle cette chose d'une façon tellement nette. C'est quelque chose qui a tellement déterminé, tout, enfin pour moi, qui a éclairé le monde. N'est-ce pas? J'ai compris à partir de ce moment-là qu'il n'y avait pas d'absolu, que les choses étaient ne valaient pas, Bon, que alors- tout ça était une gageure, était une. À ce moment-là, vous m'avez dit, vous n'étiez pas combative, Oui. ni agressive, Je- et enfin- peut-être est-ce là qui vous a rendu... Je n'en sais rien. Alors ça, je m'avance beaucoup Oui. parce qu'il m'est très difficile de me rappeler si j'étais combative et agressive. Pourtant, je n'ai guère de souvenirs avant 3 ans. Je me rappelle à peu près à la même époque un séjour à Dieppe où je voyais mon frère aîné faire des ricochets. C'est un de mes plus anciens souvenirs et c'est un souvenir gai, heureux. Et je me rappelle aussi le bal d'enfant et que j'étais si petite que pour y entrer, je passais sous le tourniquet. On ne pouvait pas me prendre dans le tourniquet tellement j'étais petite. Eh bien, je me rappelle ça comme un souvenir heureux. Je n'ai pas de souvenir à ce moment-là d'agressivité. Par contre, je me rappelle très bien, 3 ou 4 ans après, me battu avec mes camarades, avec mes frères d'une façon épouvantable. Alors c'est donc venu après. Est-ce que c'était ça? Je n'en sais Entre rien. 3 et 7 ans. Oh, je n'en sais rien. Enfin, à 6 et 7 ans, je me battais déjà très très bien. Et beaucoup, et j'adorais ça. Et à 4 ans, pas. Ah, je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, je vois très bien le personnage de Madame Simone partager, entre au contraire, un instinct de vitalité, donc d'égoïsme vital Oui. extrêmement profond, et de l'autre côté, cette espèce de puissance, de détachement C'est ça. absolu, où l'on peut même éprouver des sentiments qui ne vous concernent pas et qui, au besoin, pourraient vous léser, mais qui sont de plein pied avec Eh l'universel. bien, Je ne c'est vois pas. absolument vrai ce que vous dites là, car ça a été en effet, je ne peux pas dire la lutte, mais la condition de ma vie entière, c'est-à-dire la juxtaposition de 2 sensibilités, 2 personnalités qui semblent s'opposer l'une à l'autre. Et ce qui est assez curieux, c'est que dans la jeunesse, j'ai d'abord satisfait la première, et c'est pour ça que j'ai joué la comédie, et peu à peu, il m'est devenu inacceptable de ne pas satisfaire la seconde, qui est devenue de plus en plus importante, qui a pris de plus de place, et c'est là que j'ai commencé On m'a à raconté, écrire. Madame Simone, une bonne histoire sur vous. Dites. Oui. On raconte qu'à la suite d'une générale ou d'une pièce, enfin assez triomphale, vous êtes entré dans la loge d'une grande comédienne, lui apporté vos félicitations, et que vous lui avez dit, je vous raconterai l'effet Oui. que vos paroles ont produit, et que vos discours ont consisté à dire, mais comment pouvez-vous faire ce métier-là? Est-ce que vous ne sentez pas l'effroyable vanité, la nullité, etc. Et vous l'avez laissé complètement déconfite. Ma foi, c'est bien possible. Puisque vous parlez de votre œuvre littéraire, je vous y attendais. Ah, Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'espoir. oui. Et je ne conçois pas qu'on puisse écrire sans espoir. Eh bien, écoutez, quand je vous ai dit que je n'avais pas d'espoir, je me suis exprimée d'une façon bien sommaire. Parce que si nous prenons notre temps, et si j'ai en effet la possibilité de descendre en moi-même et de ne pas jouer uniquement sur la vitesse et le premier personnage, pour être juste, je dois dire que si on me disait, par exemple, vous ne reverrez jamais ceux que vous avez aimés, je ne le croirais pas. Mais si on me disait, vous les reverrez, je ne le croirais pas non plus. Ça, je comprends ça très bien. Je crois que c'est en effet irréductible. Mais écoutez, cette réponse ne me satisfait tout de même pas entièrement. Bien, continuons. Parce que vous m'avez répondu sur le plan de l'espoir, de votre espoir général, mais je vous posais la question au point de vue de votre œuvre littéraire. Ah, très bien. Alors, comment voyez-vous Alors, ça? Non, mais vous écrivez. Oui, Ce n'est ni... tous les jours. Bon, vous écrivez, alors pourquoi? Ben, pour faire mon roman, tiens. Pourquoi?
Parce que c'est une histoire que j'ai envie de raconter. Mais je suis entêté comme les gosses, je vous demanderai Oui, oui. pourquoi constamment. Pourquoi j'ai envie de raconter cette Oui. histoire? Ah ben ça, c'est un besoin très très fort en moi, puisqu'il paraît que quand j'avais 5 ans, je réunissais les 2 garçons et les gouvernantes dans la chambre d'enfants et que je racontais des histoires interminablement. C'est un espèce de besoin organique auquel je cède, et auquel je cède maintenant d'autant plus volontiers que c'est encore une des rares choses qui me délivre de moi-même, qui m'arrache à moi-même. Mais alors ça reviendrait beaucoup à la même chose qu'à jouer un rôle plutôt. À jouer Ah non, pas du tout, ça n'a aucun rapport. Jouer un rôle, c'est épouser une personnalité étrangère, c'est pour ça que je n'aimais pas jouer la comédie. Écrire, au contraire. C'est retrouver votre personnalité. C'est retrouver soi-même, et de la plus profonde. Enfin, raconter une histoire, s'oublier soi-même, les deux choses que vous venez de dire à André Gillois correspondaient parfaitement bien au théâtre. Non, Bert, permettez-moi alors encore de vous faire une critique sur votre façon de vous exprimer. Ça n'est pas du tout ça. Raconter une histoire, c'est sommairement semble être renoncer à soi. Mais raconter une histoire, c'est projeter sa vue de la vie dans un cadre, et dans un cadre que l'imagination vous fournit, et qui d'ailleurs vous fournit toujours un cadre dans lequel vous avez la possibilité d'exprimer ce qui est votre personnalité la plus profonde. Quand on écrit des romans qui sont vraiment des romans commandés, je ne dis pas évidemment quand on écrit un roman policier, mais enfin ça n'est pas mon cas, hélas. Quant à dire que parce que je m'exprime en disant j'aime écrire parce que c'est une façon d'échapper à moi-même, c'est une façon d'échapper à une certaine obsession, qui est la chose qui me tourmente et qui me fait de la peine. Mais ça n'est pas une façon d'échapper à moi-même profondément, mon être. C'est au contraire une façon de libérer mon être. Mais dans la mesure où je l'exprime dans l'œuvre d'art, momentanément, je supprime l'obsession. Vous supprimez l'obsession, vous retrouvez ce qu'il y a de plus profond et de plus lointain en vous-même. Donc, c'est une façon de satisfaire un espoir qui est encore très profond en vous et une vitalité qui existe, bien que vous l'accabliez de sarcasme. Elle existe, et c'est le masque que nous n'arriverons pas à vous arracher ce soir. Tout ce que nous avons obtenu, c'est d'apercevoir une petite partie de l'être qui se cache derrière lui, cet être secret, cet être affectif et épris d'absolu et de foi, enthousiaste, imprudent et passionné. Le masque, c'est le sentiment du relatif, c'est l'intelligence. Madame Simone, en un mot, regrette de comprendre et souffre d'une intelligence qui l'empêche de se laisser aller. Elle ne se laisse aller que dans un combat qui la venge contre la sottise, contre la lâcheté. Le goût de cendre dont elle parle, c'est le regret d'une flamme à laquelle elle se refuse. Mais le feu n'est pas éteint, il s'en faut, et cette cendre, c'est celle dont sa volonté le recouvre, car elle le craint. Je m'excuse de parler par symbole, mais si hostile qu'elle soit à ce symbolisme, elle le comprend, j'en suis sûr. Vous venez d'entendre « Qui êtes-vous, Madame Simone ?» Voici à présent « Qui est-ce » ? Je vous donnerai connaissance, pour commencer, du portrait que nous envoie notre ami Jacques Deval, l'auteur dramatique bien connu. Qui est-ce? Il est né à Decize en 1767. Où est-ce Decize? Je n'en sais rien, mais la question n'est pas là. C'est pour savoir s'il est français ou pas. En fait. Il est né à Decize. Ah si, c'est en France. Son père s'appelait de Richebourg, sans titre bien précis à cette particule, mais il était croix de Saint-Louis. Son prénom était Antoine, et il se fit appeler en son adolescence le chevalier Léonard Florello. À la manière de Fortunio, il séduisit la fille du notaire de sa localité, que son père dut marier bien vite à quelqu'un d'autre. Mais elle ne l'oublia jamais, s'enfuit à Paris pour le rejoindre après quelques années de mariage, mais il la renvoya. Comme plus d'un fils de famille, il leva le pied un beau matin pour Paris, muni de l'argenterie de sa mère qu'il lessiva à Paris. Il y gagna d'être écroué quelques mois à la prison de Picpus par lettre de cachet. Il avait alors 18 ans et employa ses loisirs de prisonnier à écrire un poème érotique jusqu'à l'obscénité intitulé Organ, qui fut ensuite publié... C'est injuste. Ah, c'est injuste, en effet. Bert l'a trouvé avant que je ne vous lise la suite, qui était pourtant très amusante. Mais enfin, si vous voulez le Continue un peu. connaître... Enfin, le poème en question fut ensuite publié sans nom d'auteur et vendu par une plaisanterie d'assez mauvais goût comme imprimé au Vatican.
Il écrivit ensuite une comédie intitulée Harlequin Diogène, dans laquelle on lit ces vers. Mon cœur est libre, il a rompu ses gènes et dégagé des sottises humaines, il foule aux pieds les plaisirs, les amours. L'amour n'est rien qu'un frivole besoin, et d'un grand cœur, il doit être bien loin. C'est très mauvais. Enfin, naturellement, Jacques Deval nous disait de façon détournée que le personnage en question jouait un rôle dans la Révolution. Et il nous disait à la fin, victime de la Convention, il passa la matinée de sa mort à galoper seul à cheval dans les allées du bois de Boulogne. En rentrant, il envoya à Robespierre ce simple mot, l'injustice a fermé mon cœur, je vais l'ouvrir à la Convention nationale. Il mourut avant 30 ans en habit bleu, en gilet blanc, une rose à la boutonnière. Et pour saluer une dernière fois sa mémoire, voici un dernier hommage de Charles Nodier à sa personne. Il s'occupait des enfants, respectait les cheveux blancs, honorait la piété et croyait au respect des ancêtres. Mais est-ce que vous connaissez le projet de constitution de Saint-Just, qui est tout à fait singulier, enfin? Oui, enfin, je le connais Oui, pas. il essayait vraiment de reconstituer la cité antique. C'était pas une constitution, c'était les institutions. Vous avez raison, Berle, les institutions. Et puis, il y avait eu la place de l'amitié était définie. Ah oui, Elles sont très étranges. on devra, quand on abandonne un ami, on doit déclarer qu'on a abandonné un ami. C'est ça. On doit s'expliquer en public Et on devant porte le l'Assemblée deuil du d'un peuple. ami, etc. Oui. Voilà, enfin, vous avez trouvé. Passons donc à un autre sujet. Madame Elias, rue Chauzy, au Sable d'Olonne, Vendée, nous envoie le portrait suivant. Connu par son surnom, il fut médecin et chirurgien militaire. Il étudia d'abord avec ardeur sous la direction de son père, gentilhomme Souabe. Des difficultés d'une nature pénible l'obligèrent à s'éloigner de la maison paternelle. Plusieurs de ses portraits le montrent, armé d'une épée formidable, dont le pommeau énorme renfermait certains médicaments qu'il employait sur le champ de bataille. On s'accorde à reconnaître qu'il fut toute sa vie orgueilleux et souvent offensif dans son langage et dans ses écrits. Il dédaigne de s'exprimer en latin. Un de ses mérites fut de fonder la médecine sur la connaissance exacte de la chimie. Il montra toujours le dévouement le plus désintéressé. Il en fut mal récompensé. Ce fut à l'hôpital qu'il finit ses jours. Il est mort il y a 400 ans environ. Mais je ne le connais pas, ce monsieur. La ville où il est né est un lieu de pèlerinage où il y a une vierge célèbre. Si vous connaissez extrêmement bien. Le Puy? Non. Il est né à Lourdes. Non. Non. Non, Non, à Lourdes, il n'y a C'est pas pas une vierge celui célèbre. qui a fait d'ailleurs. Lieu de l'homéopathie. pèlerinage, célèbre. Mais il est mort il y a 400 ans, c'est donc en... C'est Paracelse. C'est Paracelse. C'est le fondateur de l'homéopathie, c'est ça, c'est sûr. C'est Paracels, qui était un surnom. Il s'appelait Philippe Auréole Théophraste Bernas de Hohenheim, et il est né en Suisse. Oui, c'est dans Balzac. Tout cela est très dur, C'est mais aussi Berle est dans en grande Céline. forme. Oui. Oui. Eh bien, Madame Elias nous envoie un autre portrait, qui est plus difficile. Ouf. Il fut nommé roi à l'unanimité. C'est pas Léopold II. Il est effrayé. Non, mais c'est peut-être Léopold Ier. Non plus. Il n'y a jamais eu d'unanimité en Belgique. Eh bien, celui-là fut nommé roi à l'unanimité. Effrayé de cet honneur qu'il n'avait point ambitionné, il se sauva sans argent et sans résidence. Il était l'un des plus pauvres nobles de son royaume. Les seigneurs se cotisèrent pour meubler ses appartements et lui assurer un revenu convenable. Quand un désastre affligeait son pays, son père avait l'habitude de dire « Calamitas patriae, lamentatio est Jérémie ». Son nom... Ah ben non, elle me donne son nom ensuite, alors je m'arrête au milieu de ma phrase. Oui, ah bah pourquoi? Ne vous arrêtez pas. Non, c'est à vous. C'est à vous de continuer. Alors il faut cette chercher, soyons un peu systématiques. Les rois Quels sont élus. les rois élus? Il y a Quels sont Bernadotte. Capet. Capet, bien sûr. phrase. Ça n'est ni Bernadotte ni Capet. C'est pas un roi de Hongrie. Vous brûlez, mais c'est pas un roi de Hongrie. Mais enfin, vous vous rapprochez lentement. pas C'est peut-être un roi de Pologne. Un roi de Pologne, bravo. Alors c'est le roi Ah, ça, son nom. si vous- Venceslas, Ladislas. Ah non, ça, c'est pas Venceslas. C'est pas- On ne doit pas pouvoir, de toute façon, on ne doit pas pouvoir le prononcer. Par conséquent, Non, mais si vous me donnez... Ah mais Voilà, vous êtes sur la place. il faut... non mais ce n'est pas Alterner. Gillois, ce n'est pas le saint de la Pologne. Non. Oh, c'est 15... Comment il s'appelle le saint de la Pologne? Je sais pas, je sais que Saint-Étienne c'est la Hongrie. C'est Ladislas, quoi. Non. C'est pas Ladislas. C'est vers quelle époque? 17e siècle. Oh, voyons. C'est sous son règne que Jean Sobiewski se rendit célèbre.
avant d'être roi. Ah bah c'est un lui-même. Casimir, je pense. Ça. Ah, mais on ne me donne pas son prénom. Ah non, c'est pas un Casimir. Ah, zut. Ah oui, Oh, ça, je Ruski. sais très bien. Mais c'est, Moi, je suis ça tout doit proche. être le père ou le grand-père de Stanislas Leczinski. Non, c'est pas un Non. Leczinski. Alors les Non, deux non, historiens, non. Ah mais je le voyons. sais, mais ça, Mais il le c'est pas sait. possible de se les rappeler, Il le les sait, Polonais. il le Ça sait. s'appelle Tchiklikli. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai proposé comme réponse. Heine disait, il faut éternuer pour prononcer correctement ce nom. Eh bien, écoutez, vous ne pourriez pas trouver son prénom, en tout cas. Vous avez trouvé Casimir, si c'est pas Casimir, ça doit être Michel. C'est Michel. Alors, nous sommes sur la voie. Michel quoi? Je ne sais pas si notre correspondante se contentera d'un prénom Ça, je ne peux pas. et d'un nom qui se termine en ski. Un ski, mais alors... voilà. Pour les rois, le prénom suffit. C'est vrai, il a Non, raison. c'est- et le mais il faudrait numéro. donner le numéro. C'est Michel, numéro. éternuons et finissons par ski. Mais c'est ce que j'ai fait, moi. C'est ça, quelque chose comme ça. Schubert, C'est pas ça. mal. Visniozeki. Oui, bah voyez, nous l'avions Ah, parfaitement dit. ben non, je ne le savais Ah oui, pas. mais alors, Voici un envoi de monsieur André Labarthe, 29 rue Bergère, à Paris, à l'attention particulière de Comment mon distingué et spirituel homonyme. Il s'interroge lui-même. Qui est-ce? Alors, si vous ne trouvez pas Labarthe, Labarthe mais c'est pas vous. C'est vous. Non. On va voir. On va voir si On il va va s'y voir. répondre. Mais s'il répond, c'est que c'est lui. Bien sûr. Voilà. Financier français né au début du XVIIIe siècle en Limousin. Pas de relation dans ce milieu. Il devint conseiller au Parlement de Metz et chancelier du duc d'Orléans. Madame de Pompadour s'intéresse à lui et le fait nommer en 1759 contrôleur général des finances. Mais c'est Horrible. Non. Excellent administrateur, il s'attacha à supprimer les abus déjà et surtout à réaliser des économies sur les dépenses de la cour. Mais c'est Turgot, tout simplement. Turgot, Non, ça n'a non, pas- en non. tout cas, ça n'a pas réussi. Et puis il n'a pas été nommé sous Louis XV par Madame de Pompadour parce qu'il était sous Louis XVI. Ah, mais c'est Turgot. Maupoux alors, le chancelier Maupoux. Non, Non. Non. En tout cas, c'est pas si Non, c'est l'abbé essayé. Terray peut-être. non. Ou c'est l'entourage de Choiseul. Mais ces mesures, si elles contentaient l'opinion, soulevèrent contre lui les privilégiés dont il voulut réduire les pensions. Il laissa de nombreux écrits, surtout des essais politiques. Le peuple railla cependant son caractère de parcimonie en donnant son nom à des vêtements dont la simplicité n'était pas dans le goût du temps. Ah, oui. Ah. Alors il y en a eu Il y a plusieurs. une Belvine Gousset, mais ce n'est pas à cette époque. En 1835, l'Académie admit son nom comme substantif. Et le nom de notre bon financier est employé couramment de nos jours par les couturières et les tailleurs. Silhouette. C'est C'est Silhouette. Silhouette. oui, Monsieur de Silhouette. Silhouette, contrôleur des finances. De la part de monsieur René Auger, 41 rue de Jussieu, Paris. Qui est-ce? Né à Baudéan, Haute-Pyrénées, en 1766. Larrey. Ah oui, ça a été vite fait. Ça, c'est Dominique Larrey, chirurgien des armées impériales. C'est ça. C'est ça. J'ai Comment passé des savez-vous vacances à ça Bagnères de Non, je vais tout dire. Bien. Et je vous dirai seulement comme indication, Napoléon, dans son testament, a écrit « Je lègue au chirurgien en chef Larrey 100 000 francs, c'est l'homme le plus vertueux que j'ai connu. » L'est-il resté après avoir reçu ce don? L'histoire ne le dit pas. De Madame Carton à Noirétable dans la Loire. Qui est-ce? Célèbre écrivain né à Édimbourg en 1771 au foyer d'un homme de loi. Grâce à sa facilité, à sa puissance de travail, à son imagination féconde, C'est Walter Scott. c'est Walter Scott. Oui. Bon. Alors, la même personne nous envoie un deuxième portrait. Né en 1338 à Valenciennes, sa vie ne fut qu'un perpétuel voyage. Ami des plaisirs, dépensant sans compter, couchant un soir à la taverne, le lendemain hôte des princes et des rois, il fut le troubadour qui s'en va de châteaux en châteaux, payant en vers délicats une fastueuse hospitalité. Dans sa chronique de France, Angleterre, Écosse, Espagne, il se révèle historien, C'est pas Froissart. c'est Froissart. Bien. Bien. Passons maintenant à la lettre de Monsieur Guy Dupuy-Grenet d'Hérousille au Dora dans la Haute-Vienne. Qui est-ce? Il débuta dans la carrière littéraire par des mémoires fort sérieux sur les glandes rénales, la pesanteur Carrière des littéraire. corps et le salut, peut-être pas impossible, des païens. Il songea à composer une histoire générale de la Terre au point de vue géologique et physique. Pourtant, le premier ouvrage qu'il fit connaître fut un livre frivole, dont on a dit que le style égalait celui de Pascal, mais On a avec eu une- tort, probablement. On s'est avancé. mais Oui, avec une... Attendez de savoir qui c'est. mais en plus intelligent. Mais avec une licence sceptique et une imagination sensuelle dont Pascal aurait frémi. Il À fut, part ça, ça c'est tout dépend à à fait quel la âge. même chose, oui. il fut élu à l'Académie française malgré l'opposition de l'Église. C'est pas Fontenelle? Non. Il voyagea en Hongrie, en Italie, en Angleterre. Après une retraite de 20 années, il rédigea un livre de génie, dit-il lui-même dans sa préface,
qui lui valut l'admiration universelle et d'importantes commandes de l'Angleterre sur ses vignobles. C'est pas Montesquieu. C'est Montesquieu, en effet. Les vignobles, en effet. C'était Qui êtes-vous, Madame Simone, suivi de l'émission Qui est-ce par André Gillois avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel et Jean-Pierre Morphée. Réalisation Jacques Guinchard. Première diffusion sur la chaîne nationale le 1er janvier 1951. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.